Bonjour, c'est Maë de SOS Petite Bête. Nous avons vu des penseurs de l'animalité comme Descartes, Voltaire et Boileau, mais remontons un peu dans le temps. Au XVIe siècle, le philosophe français Michel de Montaigne va rédiger ses essais. Une œuvre majeure dans laquelle il consacre une place très intéressante à l'animal. Jeune homme bagarreur, grand lecteur et voyageur, Montaigne s'agira et deviendra magistrat à Bordeaux. En 1568, à la mort de son père, il hérite et peut enfin se consacrer pleinement à son écriture. En 1572, Michel de Montaigne commence la rédaction de ses essais. Il veut proposer une pensée de la vie et une pensée de l'action. Montaigne veut donc chercher à atteindre la sérénité plutôt que la vérité. Pour Montaigne, il est primordial d'être en paix avec soi-même, être entièrement à ce que l'on fait, être à la hauteur des circonstances pour être l'auteur de sa vie. De sa façon d'être au monde et de son observation profonde de la nature, le moraliste français tire une vision matérialiste qui considère l'homme comme un animal parmi d'autres. Loin de la pensée cartésienne de l'homme-machine qui se développera au siècle suivant, et que vous pourrez retrouver ici, Montaigne propose de concevoir l'animal comme un être sensible. En cela, les essais sont les ancêtres de la déclaration de Cambridge que vous pourrez retrouver ici. Au-delà de l'animal, Montaigne défend le respect du vivant dans son ensemble. Nous vous proposons maintenant de découvrir cette très riche pensée à travers le chapitre 12 du deuxième livre des essais. Et pour accompagner Montaigne, vous pourrez observer un crabe tricolore, Cardizoma armatum. Essai, livre 2, chapitre 12, Apologie de Raymond Sebon. Considérons donc pour le moment l'homme seul, sans aide extérieure, armé de ses seules armes et dépourvu de la grâce et de la connaissance divine, qui sont pourtant son honneur, sa force et le fondement de son être. Voyons comment il se comporte en ce bel équipage. Qu'il me fasse comprendre, grâce aux efforts de sa raison, sur quelle fondation il a bâti ces grands avantages qu'il pense avoir sur les autres créatures. Qui l'a convaincu que cet admirable mouvement de la voûte céleste, la lumière éternelle de ces flambeaux roulant si admirablement au-dessus de sa tête, l'impressionnante agitation de cette mer infinie, ait été établie et se poursuive depuis tant de siècles pour son profit et son service? Est-il possible de rien imaginer d'aussi ridicule? Cette misérable et chétive créature, qui n'est même pas maîtresse d'elle-même, qui est exposée à toutes les agressions, et qui se dit maîtresse et impératrice de l'univers. Elle n'a même pas le pouvoir d'en connaître la moindre partie. Tant s'en faut qu'elle puisse le commander. Et ce privilège que l'homme s'attribue, celui d'être le seul dans ce grand édifice qui est la capacité d'en reconnaître la beauté et l'agencement. Le seul qui puisse en rendre grâce à l'architecte et tenir le livre des pertes et des profits du monde, qui donc le lui a attribué. Qu'il nous montre les lettres patentes de cette belle et grande charge. La présomption est notre maladie naturelle et originelle. La plus malheureuse et la plus fragile de toutes les créatures, c'est l'homme, et c'est en même temps la plus orgueilleuse. Elle se sent et se voit logée ici-bas, au milieu de la boue et de l'ordure du monde, attachée et clouée à la pire, la plus morte et la plus croupie région de l'univers, au dernier étage du logis, le plus éloigné de la voûte céleste, avec les animaux de la pire condition des trois, et pourtant, elle se situe par la pensée au-dessus du cercle de la lune et ramène le ciel sous ses pieds. C'est par la vanité de cette pensée que l'homme s'égale à Dieu, qu'il s'attribue des qualités divines, qu'il se considère lui-même comme distinct de la foule des autres créatures, et découpe les parts qui reviennent à ses confrères et compagnons, les animaux, leur attribuant comme bon lui semble telle portion de faculté ou de force. Comment peut-il connaître, par le moyen de son intelligence, les mouvements intérieurs et secrets des animaux? Par quelle comparaison entre eux et nous conclut-il à la stupidité qu'il leur attribue? Quand je joue avec ma chatte, qui sait si je ne suis pas son passe-temps plutôt qu'elle n'est le mien? Nous nous taquinons réciproquement. Si j'ai mes heures pour jouer ou refuser de le faire, il en est de même pour elle. Ce défaut qui empêche la communication entre les animaux et nous, pourquoi ne viendrait-il pas aussi bien de nous que d'eux?
Reste à deviner à qui revient la faute de ne pas pouvoir nous comprendre, car nous ne les comprenons pas plus qu'ils ne nous comprennent. Et c'est pourquoi ils peuvent nous estimer bêtes, comme nous le faisons pour eux. Il n'est pas très étonnant que nous ne les comprenions pas. Nous ne comprenons pas non plus ni les Basques, ni les troglodytes. Et pourtant, certains se sont vantés de les comprendre. Apollonius de Tyane, Mélampsus, Tirésias, Thalès et d'autres. Et puisqu'il paraît, à ce que disent Nahor les géographes, qu'il est des peuples qui se choisissent un chien pour roi, il faut bien qu'ils interprètent sa voix et ses mouvements. On doit d'ailleurs remarquer cette égalité entre nous. Nous avons un peu conscience de ce que ressentent les animaux, et eux sont à peu près dans la même situation vis-à-vis de nous. Ils nous flattent, nous menacent et nous réclament. Il en est de même pour nous. Au demeurant, nous voyons bien qu'il existe entre eux une pleine et entière communication, et qu'ils s'entendent entre eux, non seulement ceux de la même espèce, mais ceux d'espèces différentes également. Les animaux privés de la parole et les bêtes sauvages, par des cris différents et variés signifient la crainte ou la douleur ou le plaisir. Lucrèce, de la nature. Le cheval sait que le chien est en colère quand il aboie d'une certaine façon, et d'une autre sorte d'aboiement, il ne s'effraie pas. Même les animaux dénués de voix ont entre eux des systèmes d'échange de services qui nous donnent à penser qu'il existe entre eux un autre moyen de communication. Leurs mouvements expriment des raisonnements et exposent des idées. Au reste, existe-t-il une sorte de savoir-faire humain que nous ne retrouvons pas dans les actions des animaux? Est-il une société réglée, avec plus d'ordre, avec une plus grande diversité de charges et d'offices, et maintenue avec plus de constance que celle des abeilles? Et pouvons-nous imaginer qu'une telle organisation des fonctions et des actions puisse se faire sans l'usage de la raison et de la sagesse? Les hirondelles que nous voyons, au retour du printemps, fureter dans tous les coins de nos maisons, cherchent-elles sans jugement et choisissent-elles sans discernement, entre mille endroits, celui qui est le plus commode pour s'y installer? Et dans le bel et admirable agencement de leurs trois édifices, comment les oiseaux pourraient-ils utiliser une forme carrée plutôt qu'une ronde, un angle obtus plutôt qu'un angle droit, sans en connaître les qualités et les conséquences? Prennent-ils tantôt de l'eau, tantôt de l'argile, sans savoir que ce qui est dur s'amollit quand on l'humecte? Mettent-ils de la mousse ou du duvet sur le plancher de leur palais, sans avoir prévu que les membres fragiles de leurs petits y seront plus au doux et plus à l'aise? Se protègent-ils du vent pluvieux et disposent-ils leur nid à l'est sans connaître les caractéristiques différentes de ces vents et sans tenir compte du fait que l'un est pour eux meilleur que l'autre? Pourquoi l'araignée tisse-t-elle sa toile plus serrée en un endroit et plus lâche à l'autre, utilise ici tel nœud et tel autre ailleurs, si elle n'est pas capable de réfléchir, de raisonner et de conclure? J'ai dit tout cela pour souligner la ressemblance qu'il y a entre les choses humaines et les animaux, et pour nous ramener et rattacher à l'ensemble des êtres. Nous ne sommes ni au-dessus, ni au-dessous du reste. Tout ce qui est sous le ciel, dit le sage, suit une loi et un destin semblable. Ils sont tous entravés par les chaînes de leur destinée. Lucrèce. Il y a quelques différences. Il y a des ordres et des degrés, mais sous l'aspect d'une même nature. Je dis donc, pour revenir à mon propos initial, qu'il n'y a guère de chance pour que les animaux fassent par inclination naturelle ou forcée les mêmes choses que celles que nous avons choisi de faire et que nous faisons grâce à notre habileté. Il nous faut conclure que les mêmes effets relèvent des mêmes facultés et que des effets plus importants sont dus à des facultés plus grandes. Voyez par exemple comment font les habitants de Thrace quand ils veulent se risquer sur quelques rivières gelées. Ils lâchent un renard devant eux, et quand celui-ci est près du bord, il approche l'oreille de la glace pour savoir si le bruit de l'eau en dessous est proche ou lointain. En déduit
que l'épaisseur est plus ou moins grande, et donc avance ou bien recule. Quand on voit cela, ne peut-on penser que lui passent par la tête les mêmes idées que celles que nous aurions nous aussi dans cette situation, et qu'il s'agit là d'un raisonnement et d'une conclusion qui viennent du bon sens, naturel, comme « ce qui fait du bruit est agité, ce qui est agité n'est pas gelé, ce qui n'est pas gelé est liquide, et ce qui est liquide ne peut supporter de poids ». Car attribuer cette attitude uniquement à une finesse d'ouïe particulière, sans faire intervenir le raisonnement ni la déduction, c'est là une chimère, et cela ne peut trouver place en notre esprit. Il faut en juger de même pour de très nombreuses sortes de stratagèmes et d'inventions, par lesquelles les animaux se protègent de nos entreprises à leur encontre. J'ai vu autrefois des hommes amenés par mer de lointains pays, et parce que nous ne comprenions pas leur langage et que leur comportement, leur attitude, leurs vêtements étaient très éloignés des nôtres, qui d'entre nous ne les considérait comme des sauvages et des brutes? Qui n'attribuait à la stupidité et à la bêtise le fait qu'ils soient de muets, ignorants de la langue française, ignorant nos baise-mains et nos révérences contorsionnées, notre port et notre maintien, comme s'il s'agissait du modèle auquel doit forcément se conformer la nature humaine. Nous condamnons tout ce qui nous semble étrange et que nous ne comprenons pas. Il en est de même dans le jugement que nous portons sur les animaux.